Bonjour à toutes et à tous. Mon nom, c'est Benoît. Ma caméra est fermée, mais je suis votre modérateur aujourd'hui pour le webinaire de Talsum intitulé S'adapter à l'intelligence artificielle, maîtriser la gestion de changement pour l'avenir du travail. Je ne sais pas si c'est votre première fois avec nous, mais ce webinaire-là est la troisième partie d'une série là, qu'on a lancée en novembre dernier, qui a commencé avec un premier webinaire sur où est-ce qu'on a décrypté l'intelligence artificielle, chose qu'on ne fait pas assez. Après, on en a fait un deuxième là, qui traitait du data-driven puis de l'importance d'avoir des bonnes données dans un environnement où est-ce qu'on voudrait développer l'IA. Et aujourd'hui, on se concentre sur la gestion de changement dans un environnement professionnel. Donc, quelques petites consignes avant de débuter le webinaire avec nos animatrices. C'est juste pour vous dire que vous serez mis en mode sourdine pour la totalité du webinaire, mais à tout moment, là, si vous avez des questions ou des commentaires, vous pouvez les clavarder là, dans l'espace approprié qui se retrouve là. Puis, on va revenir aux questions à la fin du webinaire, puis on va prendre du temps pour ça. Ensuite, l'enregistrement vous sera envoyé durant les prochains jours. Puis aussi, il va inclure là, les deux premiers webinaires que je vous ai présentés sur la diapo d'avant. Au niveau de l'animation aujourd'hui, on a deux membres émérites de notre communauté thalsomienne, Véronique Moreau, qui est vice-présidente de la transformation technologique, qui va être là pour démystifier l'IA avec nous, puis faire un tour de roue. Et la directrice exécutive de notre pratique de transformation humaine, Valérie Kim Bessner, qui va nous aider là, à cheminer dans la séance d'aujourd'hui. Avant de commencer, juste pour les gens qui ne nous connaissent pas, Talsum, c'est une firme en consultation qui se positionne sur la transformation et la transition numérique. Puis notre but, c'est de créer un impact positif à travers l'humain, l'innovation puis la technologie. Juste pour vous donner une idée, on a été fondé en 2010. On a des bureaux au Canada et en France. On se positionne aussi dans plusieurs industries, dont le manufacturier, la distribution, l'agroalimentaire. Le gros core de notre business, c'est aussi le Design Thinking Jam, qui est un événement pro bono qu'on fait à chaque année où est-ce qu'on donne notre expertise au service de cause et d'OBNL, puis on chemine avec elle. On est aussi la première firme de consultation au Canada à être devenue B Corp. Donc, je laisse la parole à Véronique Moreau qui va animer le webinaire puis sa première partie avec nous. Merci Benoît pour l'introduction. Bonjour à tout le monde. Je vois qu'il y a encore des gens qui se connectent. Mais bonjour Valérie Kim aussi. Merci de prendre le temps d'échanger avec moi aujourd'hui pour un sujet qui est bien en vogue, qui est l'intelligence artificielle. Mais j'ai l'impression que c'est sous un angle un peu différent aujourd'hui qu'on aborde le sujet parce qu'on va parler de gestion du changement dans le cadre de cette transition vers l'IA. Donc, bien sûr, ici, on est là pour parler de comment naviguer le changement puis s'adapter à l'intelligence artificielle. Mais avant de se lancer dans le vif du sujet, je vous propose de revenir peut-être sur certains concepts de base de l'IA pour bien vraiment contextualiser notre sujet d'aujourd'hui. Donc, en bout de ligne, qu'est-ce que l'IA? Commençons par ça, en fait. Donc, l'intelligence artificielle, si je vous le résume de façon simplement, c'est vraiment un domaine de l'informatique qui vise à créer ces systèmes capables de réaliser des tâches qui, normalement, nécessiteraient de l'intelligence humaine. Fait qu'on peut penser la perception visuelle, entre autres, la reconnaissance de la parole, la prise de décision même et comme la traduction aussi entre langues. Donc, en réalité, quand on parle de l'intelligence artificielle, on parle de plusieurs formes d'IA. Donc, il y en a qui existent aussi depuis plusieurs années, donc des dizaines d'années, en fait, que les premières formes ont vu le jour, comme par exemple l'apprentissage automatique, l'apprentissage profond également. Puis, on parle souvent de nouvelles formes d'IA quand on parle d'IA générative, bien que ça existe déjà depuis plusieurs années, mais c'est vraiment plus récemment là, que ça a pris toute son effervescence et puis que ça s'est répandu et ça a évolué à vitesse grand V. Fait que si je vous donne quelques exemples peut-être pour positionner chacune de ces formes d'intelligence artificielle, quand on parle d'apprentissage automatique, entre autres, on peut penser à la planification de la demande. On le voit beaucoup avec des solutions dans l'approvisionnement, entre autres. La robotique avancée, beaucoup aussi dans le monde industriel ou dans le domaine manufacturier.
Quand on parle d'apprentissage profond, bien, on peut penser à ce qu'on a tous depuis plusieurs années sur nos appareils mobiles, en fait, la reconnaissance faciale, où il y a aussi les formes de conduite de véhicules autonomes qui font partie de ce groupe d'intelligence artificielle-là. Puis finalement, bien, quand on parle d'IA générative, bien, ça peut souvent prendre la forme des agents conversationnels, les fameux chatbots avec lesquels on a l'habitude d'interagir de plus en plus. Puis encore aussi la production de contenu. Je pense que les nouvelles générations auront pu le syndrome de la page blanche qu'on a tous connu à un moment ou un autre dans notre vie avec cette rapidité à laquelle, avec quelques mots, finalement, on est capable de produire des pages de texte. Donc, c'est vraiment sur l'IA générative aujourd'hui qu'on va se concentrer parce que c'est vraiment cette forme-là, je pense, qui pourrait réellement transformer le marché du travail comme on le connaît aujourd'hui. Donc, question là, pour commencer le webinaire, de vous dégourdir un petit peu, j'aimerais ça voir si vous pouvez utiliser le chat qui est à droite de votre écran pour identifier en fait les outils d'IA générative que vous connaissez. Sûrement celles que vous utilisez ou peut-être que vous les connaissez juste de nom ou que vos collègues, vos proches en fait les utilisent. Juste pour savoir un peu quel produit vous connaissez en fait. Puis peut-être Benoît, tu pourrais m'aider à me dire s'il y a des réponses récurrentes. Oui, Véronique, je vois Copilote, ChatGPT. Puis, je suis surpris, je vois Gemini. OK, parfait. Moi, je ne le connais Ouais, pas, ben, celui-là. ben, tu vois, on va le retrouver à la prochaine page. Puis, sans grande surprise, effectivement, les ChatGPT, les copilotes, entre autres, sont très populaires et très répandus. Puis, vous envoyez en fait un échantillon à l'écran. En fait, il y en existe plusieurs autres. Puis, là, on les présente en fait sous différentes capacités d'IA générative. Fait que donc, génération de texte, génération d'images, de vidéos aussi. Mais sûrement, plusieurs personnes dans vos organisations utilisent ceux-là ou en utilisent d'autres également. Donc, ces nouvelles capacités d'IA générative, en fait, vont amener les entreprises à analyser leurs processus actuels et définir comment l'IA peut les transformer. Donc, ce qu'on vit présentement, c'est vraiment cette période de démocratisation de l'intelligence artificielle grâce à l'IA générative. On n'a pas besoin d'avoir une maîtrise en sciences de données pour pouvoir l'utiliser et la vélocité à laquelle la technologie évolue bien, crée des besoins et des cas d'usage plus vite qu'on a le temps de s'y préparer. Une chose est sûre, c'est que ces cas d'usage se multiplient et chaque cas d'usage amène ses propres défis et donc va nécessiter différentes stratégies pour naviguer le changement. Contrairement à un projet plus traditionnel de déploiement technologique, si on prend par exemple un logiciel intégré comme un ERP, c'est un terrain connu, on a l'expérience du passé pour comprendre les impacts qu'on n'a pas avec l'IA, puis ce qui va nécessiter énormément d'agilité, en fait, pour faire face à cet inconnu-là, puis reconnaître que le chemin n'est pas tracé d'avance. Donc, quand on regarde en fait les statistiques, bien, ça nous dévoile que le défi de la transition vers l'IA, c'est 30 technologique, mais surtout 70 un défi humain. Fait que c'est certain qu'une transition technologique régulière demande aussi une attention particulière là, à l'aspect humain. Puis Valérie Kim peut nous en témoigner quand on parle, entre autres, d'adoption de la technologie. Mais ce qu'on voit, nous, avec l'IA générative, en fait, c'est que c'est nouveau, c'est sans précédent en termes de vélocité de changement et d'impact profond. C'est vraiment autour de la transformation humaine que va résider le plus grand défi. C'est pourquoi, bien, Valérie Kim, je suis super heureuse de partager de ce moment-là avec toi puis de profiter de ton expertise aujourd'hui. J'aimerais ça que tu nous aides à comprendre en quoi la gestion du changement, puis spécifiquement dans le cadre d'une transition vers l'IA, en fait, est différente de l'approche classique qu'on connaît. Ton micro Valérie est Kim, ton fermé, micro est Valérie. fermé. Oui. Je disais à quel point j'étais contente. Le chien n'a pas jappé, on devrait être correct. Je m'excuse. Donc, je disais qu'on est tous d'accord qu'il y a un réel sentiment d'urgence autour de l'IA dans nos organisations, afin de réagir aux pressions externes, mais aussi de se positionner puis d'être capable de répondre aux questions de nos clients, de nos partenaires puis de nos employés. Il faut donc prendre action. Mais il ne faut pas prendre pour acquis que l'humain, lui, est prêt. Peu importe qu'on décide d'aller ou pas vers l'IA. Chez Talsum, l'équipe de transformation humaine a débuté sa réflexion sur l'IA en identifiant les différences de l'accompagnement humain dans le cadre d'un projet de transformation numérique versus un projet de transition vers l'intelligence artificielle. On a identifié 3 grandes différences. On est parti de ça pour articuler notre accompagnement avec nos clients.
Je voudrais d'abord, Véro, présenter ces 3 différences-là, puis ensuite, on va les prendre une par une, puis on va voir quels moyens on peut déployer pour les adresser. D'abord, il y a l'ampleur et la nature des impacts. L'ampleur, ça réside dans le fait qu'une transformation technologique habituellement va viser plusieurs groupes, mais des groupes très spécifiques. Alors que l'IA, c'est tous les employés d'une même entreprise qui vont être atteints d'une manière ou d'une autre. Ça amène une variété de groupes impactés, puis par le fait même, tout autant d'impacts différents à considérer. La nature des impacts, il y a naturellement les impacts habituels d'outils et de processus qu'on connaît très bien en gestion de changement. Mais l'IA a surtout un impact majeur sur les rôles et responsabilités, donc sur les métiers et la culture. Et ça, c'est le cadran, c'est la moitié du cadran un peu plus rock'n'roll en gestion de changement. Pourquoi? Parce que quand on parle de rôle et responsabilité, on parle d'émotion. C'est extrêmement émotif. Les métiers avec l'IA vont changer à la racine même de ce qu'ils sont. Puis les découvertes statistiques qu'on va partager tantôt avec l'auditoire vont être tout aussi chavirantes. On va surtout se concentrer sur cet aspect-là des impacts tout à l'heure. L'autre dont j'aimerais parler, c'est la culture. Ça, c'est l'ADN d'une organisation. C'est profondément enraciné dans les routines quotidiennes puis dans la mentalité des employés, parce que bien que la culture, elle est proposée par l'organisation, c'est les employés qui la font vivre. Gérer un changement culturel, je dis souvent à la part, c'est quand tu es rendu au niveau ninja de la gestion de changement. C'est un peu comme demander à une fille comme moi de porter le chandail des Bruins de Boston. Tu le sais, Véro, chez nous, on est partisans du Canadien de père en fille. Je peux juste pas m'imaginer porter un T-shirt qui ressemblait à une abeille. Moi, je suis bleu, blanc, rouge. Ça n'a rien à voir avec la raison, ça a tout à voir avec mon cœur. Le deuxième besoin, ou la deuxième différence qu'on a vue, c'est le besoin d'apprendre en continu. On vient de positionner l'IA comme quoi ça engendrait une transformation profonde des métiers. Vous imaginez que ça rime aussi avec un besoin profond de développer de nouvelles connaissances et compétences. On va avoir besoin d'atteindre des niveaux de maîtrise beaucoup plus complexes qu'un projet régulier d'IA, de transformation TI, pardon. On va demander aux employés d'apprendre à utiliser des systèmes alors que plusieurs d'entre eux n'ont même pas la base de connaissances requise. Une base de connaissances qui va évoluer à vitesse grand V et qui va constamment se remettre en question. Ils vont constamment remettre en question qu'est-ce qu'on sait versus qu'est-ce qu'on devrait savoir. Mais c'est surtout l'état d'esprit des gens face à l'apprentissage qui va évoluer. Cette dualité entre le désir d'apprendre, mais la crainte de faire place à l'ennemi. Là, j'exagère un petit peu. Mais il y aura un besoin fondamental, c'est celui de désirer le changement. Parce que le désir, ça permet de trouver la motivation, de faire les efforts nécessaires pour changer. C'est un réel challenge pour les organisations qui vont devoir rapidement s'assurer d'être capables de répondre aux besoins d'apprentissage et de soutenir la vélocité de celui-ci. Parlant de désir de changer, est-ce qu'il y a des freins à désirer l'intelligence artificielle? Est-ce qu'il y a des préoccupations? La particularité avec l'IA, c'est qu'il y a 2 côtés à la médaille. Il y a les craintes par rapport à son arrivée, qui est typique, qui est les craintes qu'on rencontre dans de nombreux projets de transformation numérique. C'est un peu normal. Mais il y a l'autre côté de la médaille, c'est celui-là qui est intéressant, c'est l'engouement qui va créer des attentes pour ceux qui ne veulent surtout pas manquer l'opportunité. C'est un peu ce que moi j'appelle la résistance positive. Puis entre les deux, il y a 50 nuances de gris ou 50 nuances de l'IA. La zone grise de l'IA au niveau de la gestion des préoccupations réside dans l'aspect très nouveau et la vitesse de progression. Ça crée une difficulté supplémentaire parce qu'il est difficile d'avoir l'heure juste à un moment précis. Et ça, c'est rien pour aider les gestionnaires à gérer la résistance. Le premier constat important quand on pense aux 3 différences qu'on vient de discuter, c'est qu'on ne parle pas uniquement d'une stratégie de gestion de changement pour adresser les 3 différences. On a besoin d'un arsenal. On parle ici d'une force de frappe de la transformation humaine. Chez Talsom, on regroupe 3 pratiques qui s'activent ensemble pour préparer l'humain à faire une transition pérenne et efficace vers l'IA. D'abord, il y a la gestion de changement, qui va favoriser l'adoption des changements pour une transition harmonieuse et la gestion des préoccupations. Ensuite, il y a le développement organisationnel,
qui permet à l'organisation de réaliser la transformation des métiers à l'échelle de chaque individu. Et finalement, il y a l'apprentissage des compétences et le développement des compétences qui, lui, va contribuer au développement requis pour être capable d'accompagner ou d'accomplir les objectifs de l'IA. Tantôt, Véronique, on a parlé du niveau de préoccupation et de résistance comme une des différences qui amène l'IA. C'est avec la gestion de changement qu'on va adresser celle-ci. La gestion de changement, en fait, c'est accompagner l'humain à travers 5 étapes sur sa courbe de gestion de changement. Et les 5 étapes représentent les 5 étapes d'un deuil, parce que c'est ça un changement. C'est vivre le deuil de l'état présent, confortable, douillet, qu'on connaît, pour un état futur qui souvent n'est pas toujours clair. On va utiliser 3 coffres à outils pour y parvenir. La communication, moi j'aime parler de la promotion du changement, le développement des connaissances et la mobilisation. Mais aujourd'hui, l'objectif, c'est vraiment pas de faire un cours sur la gestion de changement. On va surtout se concentrer sur comment celle-ci contribue à gérer les préoccupations et les résistances. Et justement, Valérie Kim, je t'entends souvent parler de préoccupation puis de résistance, mais j'aimerais ça que tu nous aides à comprendre la distinction entre les deux puis comment on peut se préparer à y faire face. Absolument. Mais avant, Véronique, je veux t'expliquer que la résistance, c'est souvent un sujet chaud. Quand je rencontre des gens, soit quand j'arrive chez un nouveau client ou quand je donne des conférences, tout le monde veut parler de résistance. Et la première chose que je trouve importante de dire, c'est que la résistance, ça se célèbre. Il faut l'embrasser. Pourquoi on célèbre la résistance quand elle se manifeste? C'est parce que d'abord, ça veut dire qu'on est en train de faire les premiers pas vers le changement. Mon petit hamster du changement commence à se mettre en action dans sa tête, puis il se dit « Hey, si j'acceptais de changer, là, il m'arrivait quoi? » Et là, il projette le film de ce à quoi, basé sur ce qui sait maintenant, le changement pourrait ressembler pour lui. Puis, sincèrement, ce n'est pas un film d'amour ni un film d'aventure, c'est plutôt un drame d'horreur qui se projette. Mais il faut le célébrer parce qu'il se met en action. Ensuite, les entendre, les voir se manifester dans une organisation, ça veut dire qu'on est dans un endroit où le terroir est fertile au changement, parce qu'on peut exprimer son état d'âme. Ça indique qu'il y a un leadership visible, que la pratique de la politique de la porte ouverte est comprise, qu'il y a une communication bidirectionnelle. C'est toutes des bonnes affaires pour la gestion de changement. Puis les leaders qui mettent ça en place travaillent fort pour y arriver. Donc, on célèbre ça. Et la dernière chose, c'est comme le call de l'orignal. C'est le call du gestionnaire à dire « Hey, sois au rendez-vous parce que j'ai une préoccupation et j'ai besoin de toi. » Donc, il y a un appel à l'aide. Puis comme on a préparé les gestionnaires, il est capable d'entrer en scène puis d'adresser les préoccupations puis ainsi éviter qu'elles deviennent de la résistance. Mais tu voulais d'abord que je t'explique la différence ou plutôt comment on évolue d'une préoccupation à une résistance. Bon, d'abord, une préoccupation, c'est une inquiétude, un souci, un questionnement tout à fait légitime et normal sur un aspect du changement. C'est lié aux impacts que le changement aura sur la personne. Tout changement génère des préoccupations et on ne peut pas empêcher les gens d'en avoir, ni même les voir venir puis empêcher qu'elles se manifestent. Elle va se manifester souvent par une hésitation au changement. Fait que la préoccupation, c'est l'icône sur l'image qu'on regarde. On est à la croisée des chemins. J'ai une préoccupation, je m'arrête. Si j'ai une réponse, je vais continuer ma route, je vais continuer ma progression sur ma courbe du changement, je vais aller vers la lumière verte et je continue mon chemin. Si ma préoccupation est sans réponse, sans support, sans accompagnement, ça va s'envenimer. Comme dit souvent ma mère, tout ce qui traîne se salit. Donc, ça va créer du stress, de la frustration, de l'incohérence. Puis comment ça va s'exprimer? Par un désir de ne plus vouloir changer. Je prends la sortie de l'autoroute, la voie d'accotement, je m'en vais me perdre en campagne, ça se peut que je ne revienne pas sur le bon chemin. L'intensité des préoccupations, les résistances varient selon les individus à cause de toutes sortes de facteurs. D'ailleurs, Véro, dans l'invitation qu'on a envoyée pour le webinaire, on présentait 2 personas avec des préoccupations bien différentes, les 2 côtés de la médaille. Ce que je te propose, c'est qu'on regarde ça, puis après ça, on regarde les solutions qu'on peut mettre en place. Parfait. Bien, absolument. Fait qu'effectivement, vous reconnaissez peut-être les 2 personas qu'on a à l'écran présentement, donc qui se retrouvaient dans l'invitation du webinaire.
Puis en fait, je vais vous parler des préoccupations de Sarah et de David, puis vous verrez à quel point l'éventail peut être assez large. Fait qu'en fait, d'un côté, on a Sarah. Sarah, elle, c'est une gestionnaire chevronnée. Elle a plusieurs années d'expérience et une grande crédibilité dans son organisation. Fait qu'elle est au cœur, en fait, d'une entreprise qui est en pleine mutation technologique. Elle n'est pas très à l'aise avec la technologie, mais elle a toujours réussi à bien performer dans son rôle sans trop s'y attarder. Elle a évidemment plusieurs préoccupations, entre autres la remise en question de ses propres compétences qu'elle a durement acquises. Elle n'a pas de connaissances de base sur l'IA, puis elle s'inquiète un peu de comment ça peut impacter son rôle, puis remet même en question en fait qu'un robot pourrait réellement la remplacer. En bout de ligne, sa vraie préoccupation, c'est de ne plus être pertinente dans son organisation, même l'amener peut-être à perdre son emploi si elle n'emboîte pas le pas rapidement. Fait que vous avez peut-être des Sarah dans votre entourage, ou peut-être que vous-même vous reconnaissez dans ce profil-là. Puis là, maintenant, je vous présente David. David, lui, est de l'autre côté du spectre, en fait. Lui, c'est un jeune professionnel ambitieux qui perçoit vraiment l'IA comme une voie vers l'avenir. Il utilise déjà plusieurs applications d'IA générative dans sa vie personnelle, que ce soit pour planifier ses voyages ou ses recettes du mardi soir, mais il fait des lectures quotidiennes sur le sujet. Avec lui, vraiment, on est complètement ailleurs. Donc, s'il est motivé à vraiment trouver que son organisation ne réagit pas assez rapidement, puis il ne demande pas nécessairement de transparence non plus quant à son positionnement vis-à-vis de l'IA. Et qu'il souhaiterait utiliser l'IA comme un levier dans sa carrière et probablement même prêt à trouver un nouvel emploi si son entreprise ne lui permet pas de le faire. Donc, on voit vraiment qu'il y a deux exemples très différents de préoccupations, mais ce sont tous des préoccupations très légitimes. Puis peut-être, Valérie Kim, on pourrait, peut-être, je suis curieuse de voir le public là, autour, les participants, si vous pouvez dire, est-ce que vous vous retrouvez plus dans le profil de Sarah ou de David? Donc, vous pouvez utiliser le chat ou en fait vous dire que vous êtes vraiment entre les deux. Comme Valérie Kim le disait tantôt, il y a 50 nuances là, entre ces deux extrêmes-là. Puis toi, Valérie Kim, comment tu te retrouves où dans ces deux profils-là? Ben, moi, j'aimerais ça me retrouver en présence de David le mardi soir pour ne pas avoir à cuisiner mon souper. Mais c'est sûr que moi, mon métier est vraiment un métier de bédaine à bédaine. C'est un métier de rencontre, de gens, de discussion, d'écoute, d'empathie. Tantôt, je lisais là, sur le chat quelqu'un qui a parlé de l'empathie. Mais je vois mal comment l'IA peut me remplacer. Je vois très bien comment l'IA peut m'aider, m'accélérer. Mais je ne pense pas qu'il y a qu'une machine va être capable de remplacer mon expertise si durement acquise à travers les années. Fait que peut-être plus Team Sarah. Toi? Ben, tu vois, moi, j'allais dire, si j'avais à choisir, je serais allée peut-être plus vers le profil de David parce que vraiment, je vois cette opportunité-là, en fait, des organisations de saisir tout ce que l'IA peut leur offrir, puis vraiment de l'avoir comme dans notre coffre à outils de solution. Je l'utilise déjà régulièrement dans mon quotidien, puis je me dis, dans notre contexte de pénurie de main-d'œuvre, de pression sur les coûts qu'on vit, je me dis que l'IA doit vraiment être au centre de ces gains en efficacité, puis il ne faut pas passer à côté. Fait que je pense qu'on est deux bons exemples qu'on voit à quel point c'est mitigé. Puis je pense que là, j'aimerais pas qu'on passe en mode de solution, en fait. Donc, que tu nous expliques comment la gestion du changement va nous aider à régler les préoccupations des deux. Puis en fait, est-ce qu'il existe réellement des solutions? Oui, je veux dire que dans le chat, là, on est un peu entre les deux à différents. Il y en a même qui ont des pourcentages sur les 800. Bien, en fait, il y a des solutions. Et c'est la gestion de changement beaucoup qui répond aux solutions pour les résistances et les préoccupations. D'abord, elle va accompagner le leadership qui met en place l'IA en développant une organisation qui a une culture de changement, le fameux terroir fertile au changement dont on parlait tantôt. Puis aussi, dès le début d'un projet, la gestion de changement va bâtir l'argumentaire du changement qui est clair et arrimé avec les valeurs, avec l'organisation. Et ça amène des communications qui vont faciliter la compréhension du pourquoi on change. Ensuite, la gestion de changement prévoit d'abord adresser les préoccupations des gestionnaires. C'est comme dans l'avion. Tu as 60 secondes pour mettre ton masque, sinon tu ne peux plus t'aider et encore moins aider les autres. Les gestionnaires doivent prendre soin de leurs préoccupations avant qu'on puisse imaginer qu'ils prennent soin de celles des autres. Lorsque les gestionnaires sont disposés, c'est là où on peut commencer à mettre en place des moyens, susciter leur contribution pour nous aider à identifier les impacts, les risques et anticiper les préoccupations que va causer le changement chez leur équipe. Fort d'une meilleure compréhension de cette zone de turbulence, c'est là où on peut maintenant identifier ensemble, toujours dans la co-construction,
comment on va faire, qu'est-ce qu'on va répondre aux préoccupations et quelle action on va mettre sur le terrain pour, sans les éviter, mais du moins diminuer l'impact des préoccupations. Puis finalement, il faut avoir des plans prêts pour que quand ces groupes-là sortent de la zone de phase de préoccupation, pour qu'ils puissent être engagés, pour qu'il y ait autre chose, qu'il n'y ait pas de pause entre les deux. Mais attention, c'est un zigzag. Hein? On rentre et on sort de la zone de turbulence, mais avec le temps, on développe une confiance au projet, on développe un réseau d'information puis de compréhension. Et évidemment, les soubresauts vont être de moins en moins forts, mais il y en aura toujours. Ben, c'est bien, fait que je vois donc qu'il y a vraiment des solutions concrètes pour adresser en fait les préoccupations de Sarah et David et tous les autres. Mais il y a une des préoccupations sur laquelle je pense que j'aimerais qu'on mette l'emphase, en fait, qui est une des plus importantes qu'amène l'IA, puis c'est vraiment la transformation des métiers. Puis je vais vous partager en fait 3 statistiques qui m'ont fait à la fois réfléchir puis qui m'ont surprise. Puis encore une fois, n'hésitez pas à réagir dans le chat sur ces statistiques-là, peut-être lesquelles vous surprennent le plus. Mais la première, en fait, c'est que d'ici 2030, les activités qui représentent jusqu'à 30 des heures actuellement travaillées dans l'économie des États-Unis pourraient être automatisées. Fait que c'est une tendance qui est nettement accélérée par l'IA générative. Ça pourrait signifier qu'environ 12 millions de transitions professionnelles supplémentaires pourraient être nécessaires d'ici 2030. Fait que c'est quand même assez frappant. La deuxième statistique, en fait, c'est que les travailleurs occupant des emplois à bas salaire ont jusqu'à 14 fois plus de chances de devoir changer de profession que ceux occupant de postes à salaire élevé. Donc, la plupart vont avoir besoin de compétences supplémentaires pour y parvenir avec succès. Et la troisième, c'est que les femmes ont 1,5 fois plus de chances de devoir se reconvertir dans des nouvelles professions que les hommes. C'est assez frappant. Toi, Valérie Kim, quelles sont tes réactions quand tu regardes ces statistiques-là? Bien, c'est sûr que je suis déçue de voir que toutes les avancées au niveau de l'équité hommes-femmes des dernières années ne résistent pas devant l'IA. Ça, c'est sûr que ça me déçoit beaucoup. Mais celle qui me surprend le plus, c'est celle qui touche la base des employés. Puis, on va voir quelle pratique peut nous aider pour cet aspect-là de la transition vers l'IA. Et c'est le volet, oui. J'allais juste dire, je ne sais pas si Benoît, tu peux nous dire s'il y a des commentaires dans le chat sur les statistiques. Oui, de ce que je vois, là, c'est vraiment la troisième, le 1,5 de plus là, pour les femmes que de savoir se reconvertir pour les hommes. Ouais. OK, Oui. super intéressant. Parfait. Puis c'est le développement organisationnel de la transformation humaine qui va être mis en œuvre pour accompagner les entreprises dans cette transformation-là profonde des métiers. On regarde le fameux iceberg. C'est une analogie qu'on connaît très, très bien, là, ce principe-là. En haut, c'est ce qui se voit, puis dans la partie sous l'eau, c'est la partie qu'on voit un peu moins bien. Les gestionnaires vont être capables d'évaluer les besoins au niveau des compétences et des comportements à développer chez les employés. Mais il y a des dimensions par rapport à ceux qui demeurent, qui vont demeurer inconnus, mais qui vont tout de même être touchés par des changements qui vont générer des préoccupations profondes puis qui dépassent le travail en soi. Qu'on pense à quelqu'un qui peut avoir fait plusieurs transitions de carrière dans sa vie, puis là, mais qui n'a pas envie d'en vivre une autre. La mutation d'un métier peut changer la correspondance avec sa personnalité ou sa façon de percevoir un impact dans la société selon ses valeurs et ses croyances. Quel positionnement je voulais avoir dans la société? Quelles valeurs je veux contribuer? C'est pas possible de changer ses valeurs pour s'adapter à son nouveau métier. C'est tellement complexe. Mais comme le démontrent les statistiques, ceux qui sont plus à risque de voir leur métier transformé, comme l'a démontré, comme l'on démontre les statistiques qu'on a regardées tantôt, certains sont plus à risque de voir leur métier se transformer. On ne fait pas face à un seul iceberg. On fait place à un essaim de iceberg et à dimension variable. Et le gestionnaire, à travers ça, doit naviguer et doit aussi s'occuper de son propre iceberg. Mais on va commencer par identifier à quel point les emplois sont exposés face à l'IA, puis de quelle manière ils vont l'être. D'abord, le taux d'exposition. On a un taux élevé, moyen et faible. Le taux élevé, l'IA peut effectuer de manière autonome ou assister les activités clés de l'emploi.
L'exposition moyenne, c'est que certains emplois pourraient avoir une partie de leurs tâches assistées par l'IA, mais elle n'en prendra pas totalement le relais. Puis finalement, l'exposition faible, c'est généralement les emplois qui impliquent des interactions humaines directes. C'est des tâches spécifiques que l'IA ne sera pas capable d'automatiser. Puis de l'autre côté, on remarque que plus le taux d'exposition est élevé, plus les impacts sur les métiers vont être importants. On relate 3 impacts ici. Le premier, c'est la création de nouveaux rôles, puis la transformation des rôles existants. Ensuite, il y a l'automatisation des tâches répétitives. Alors ça peut sembler intéressant, puis ça va libérer du temps pour des activités plus stratégiques. Mais moi, est-ce que c'est ça que j'ai envie? Puis finalement, il y a la demande accrue en nouvelles compétences, particulièrement les compétences humaines. On ne s'en sort pas, on en a parlé, on en parle depuis longtemps, on ne s'en sortira pas. Développer ces compétences humaines, c'est essentiel. Parfait. Puis effectivement, je le vois concrètement quand nos équipes travaillent à identifier des cas d'usage avec nos clients, des cas d'usage d'intelligence artificielle, à quel point les métiers vont être impactés. Donc, comment le développement organisationnel permet de répondre et d'adresser ces enjeux-là? Bien, ça implique un changement de mentalité qui va nécessiter une approche de bon citoyen corporatif. Les entreprises, dans l'accompagnement des employés affectés par l'intégration de l'IA, pourraient aller jusqu'à accompagner les employés à faire un changement de carrière en dehors de l'organisation. Et ça, c'est quand même assez demandant. Dans les solutions, vous allez voir, il y a 3 choses. La première, c'est la diversité de l'équipe qui doit être autour de la table, doit être très représentative. Ça ne peut pas juste être un trip de l'équipe TI. Sur un projet d'IA, il faut qu'il y ait des gens d'RH qui soient mobilisés, il faut qu'il y ait la gestion, mais il faut aussi qu'il y ait des gens de métier et de tous les niveaux. Une fois qu'on a identifié ces gens-là autour de la table, qu'on a une belle diversité, il faut les rallier, les impliquer pour mieux construire, afin que ces gens-là se sentent écoutés puis inclus dans les décisions qui vont les impacter. Souvent, chez Talsom, on va travailler avec notre équipe de design thinking, c'est-à-dire qu'on va faire, entre autres, de la design fiction. On va, le temps d'un atelier, se projeter dans le futur et s'imaginer à quoi peut ressembler ce futur-là. C'est quoi les caractéristiques de l'emploi, les compétences recherchées, les sentiments vécus par rapport à tout ce changement-là. Puis ensuite, il faut s'engager à accompagner les gens dans l'apprentissage de leur nouveau métier. On revient à la responsabilité sociale de l'organisation. Puis ça ne veut pas juste dire des formations, ça veut aussi dire du soutien de carrière, puis ça peut aller jusqu'au soutien psychologique. Bien, justement, si tu parles d'apprentissage, puis je disais une autre statistique qui disait que 86% des professionnels estiment qu'ils vont avoir besoin de formation pour s'adapter aux compétences requises par l'IA. Donc, qu'est-ce que ça veut dire pour nos organisations au jeu? Bien, regardons ça ensemble. L'apprentissage puis le développement des compétences est critique à l'IA pour nos organisations. Pour l'adhésion dans le changement, pour l'habileté, le changement profond des métiers, il faut s'outiller. C'est une culture d'apprentissage sur stéroïdes qu'on a besoin de mettre en place. Mais je pense que j'ai besoin de vous donner une petite statistique pour stimuler votre désir d'implanter cette stratégie-là. La durée moyenne d'une compétence technique a passé de 30 ans en 1997 à 2 ans en 2021. Cette étude-là date avant la montée en flèche de l'IA générative. On peut penser qu'avec la vitesse d'évolution, l'obsolescence des compétences techniques va continuer de grandir et leur durée de vie va être réduite. Ça veut dire qu'il sera de moins en moins possible pour les métiers à haut taux d'exposition d'être formés de manière ponctuelle sans se renouveler régulièrement. Apprendre en continu, ça demande un mindset complètement différent. Pour répondre à ce besoin, il faut instaurer une culture du désir d'apprendre. Gardons ça un peu plus près. Qu'est-ce que ça veut dire au niveau des compétences à développer? D'un côté, les compétences techniques. Là où je veux attirer votre attention, c'est qu'on ne parle plus uniquement de comment employer l'IA. On parle de comment réapprendre à faire son métier en utilisant l'IA. Puis pour faire ça, la formation en continu va être nécessaire. Mais on apprend comment en continu? Vous connaissez fort probablement le modèle d'apprentissage 70-20-10. 70% des apprentissages se font par l'action, l'expérimentation. Je pratique, je fais une erreur, je recommence.
20 des apprentissages se font par les pairs ou en recevant du coaching, en faisant de l'observation, en regardant ce qui se passe. C'est que 10 qui devrait être alloué à l'apprentissage formel, cours en classe ou webinaire. C'est toute la culture d'apprentissage qu'il faut revoir. Est-ce que nos gens ont les bonnes conditions pour apprendre de ces 3 façons de manière constante en ce moment dans votre organisation? Et finalement, il y a les compétences humaines. C'est l'autre côté. L'intelligence artificielle ne remplacera pas l'intelligence émotionnelle. L'IA ne va pas remplacer la curiosité, l'écoute, l'empathie. Au centre de tout ça, il y a le désir. Apprendre en continu demande des grands efforts. C'est plus facile d'apprendre quelque chose de nouveau versus apprendre à faire quelque chose autrement qu'on sait déjà. Pour stimuler le désir d'apprendre, on doit utiliser les 3 leviers de motivation. Le sentiment de compétence. Il faut se donner le temps de se sentir compétent. L'autonomie. C'est comprendre où se situe notre pouvoir décisionnel par rapport à l'IA. La valeur d'obtenir des insights rapidement, c'est bien. Mais la vraie valeur, c'est comment je vais faire maintenant avec ce temps-là de disponible pour me concentrer sur à prendre des décisions beaucoup plus complexes. Puis finalement, il y a l'appartenance. Bon, il y a le besoin de se sentir désiré, pas désiré, mais connecté et désiré aussi par son équipe. Mais c'est le temps qui va sauver, va nous permettre de collectivement travailler ensemble, d'ajouter de la valeur. Mais il y a aussi le sentiment que l'IA, il ne faut pas que ça devienne une façon de faire une sélection. Tout le monde aura son parcours de progression et tout le monde a sa place dans cette aventure-là. Je crois qu'on a suffisamment démontré tout au long du webinaire à quel point le développement des compétences est un impératif stratégique quand on parle de l'IA. Puis voici quelques solutions, mais je sais que ce n'est pas toutes les solutions qui s'offrent à nous. La première, il va falloir définir et faire vivre une nouvelle culture d'apprentissage adaptée à nos ambitions. Il va falloir renouveler l'offre au niveau de la formation sur les compétences humaines, parce que là aussi, il y a eu une évolution. Il va falloir aussi prévoir une offre sur la nouvelle technologie. Offrir une formation pour l'IA pour les nuls. Moi, j'aurais tellement besoin de ça. L'IA 101. Il va falloir aussi proposer des solutions de formation dynamiques pour garder l'auditoire captif et flexible parce qu'on est en formation continue. Puis finalement, je ne peux pas ne pas parler de la sécurité psychologique. Les gens vont avoir besoin d'apprendre, mais pas dans la peur. Il faut être réaliste. Les gens ont besoin d'avoir de la place pour l'erreur, du temps pour faire différentes choses, mais aussi le droit de poser des questions. Ce n'est pas un one size fit all. Et les besoins de chaque organisation vont varier selon le contexte, leur modèle d'opération, les outils technologiques et surtout leur culture. En conclusion, la transition significative nécessaire pour adopter pleinement l'intelligence artificielle exige de déployer un arsenal d'outils. La gestion du changement a travaillé très fort pour mettre l'humain au centre des transformations. Maintenant, la transformation humaine s'active pour maintenir l'humain au cœur de l'évolution vers l'IA. Il faut donc activer une transformation humaine, c'est-à-dire mettre en œuvre des stratégies efficaces en matière de gestion de changement, de développement organisationnel et de développement des compétences. Merci Valérie Kim, c'était vraiment super enrichissant, puis je suis convaincue que ça a amené les gens à réfléchir comment tout ça peut prendre forme dans leur contexte organisationnel. Puis je vous invite, si vous avez des questions, à les inscrire dans le chat. Benoît va se faire un plaisir de pouvoir nous les poser dans quelques minutes. Pendant ce temps-là, je vous mentionne en fait que par le biais du code QR que vous voyez à l'écran ou encore de l'adresse courriel, n'hésitez pas à nous écrire pour prendre rendez-vous. Ça va nous faire un grand plaisir d'échanger avec vous, peu importe où vous le trouvez dans votre parcours de déploiement et d'introduction de l'intelligence artificielle dans votre milieu de travail. Puis bien entendu, avec une grande considération pour les impacts humains qui en découlent. Alors, c'est ce qui met fin à la partie contenu du webinaire. Puis là, on va se retourner, Benoît, s'il y a des questions auxquelles on peut répondre. Oui, merci à vous deux pour le super webinaire aujourd'hui. Oui, j'ai une question qui
Premièrement, il y en a une pour avoir accès à l'enregistrement du webinaire. Oui, tout le monde, vous allez le recevoir par courriel d'ici quelques jours, donc il n'y a pas de souci avec ça. Puis, il y avait une préoccupation / question, Valérie, au niveau que tout ça était préoccupant, c'était pas surprenant. Comment qu'on peut accompagner là, dès maintenant pour que les personnes qui sont plus défavorisées ne subissent pas les changements reliés à la facture technologique? Puis, si on pousse plus loin, c'est-tu aux entreprises de prendre ça en charge, selon toi? Toute une question. Je pense que Puis Véro, je vais t'inviter à jump in pour me donner un coup de main, là. Mais je pense que quand une entreprise prend une décision d'aller vers l'IA, pour réussir, c'est all-in. Donc, oui, comme citoyen, j'ai une part de choses à faire. Comme employé, j'ai une responsabilité à m'intéresser, à m'assurer de faire le parcours qu'on me propose. Mais je pense que l'entreprise est au centre de la responsabilité. Il faut à la fois offrir l'accompagnement, mais de dessiner ces parcours-là pour ses employés. Oui, puis définitivement, puis je pense qu'avec la montée aussi de la réglementation puis de l'engagement ESG des organisations, bien, ça en fait partie. Fait que je pense qu'il y a vraiment la croisée de l'ESG puis de l'IA, la responsabilité sociale par rapport aux gens. Puis je le mentionnais tantôt, moi, je vois vraiment les enjeux de pénurie de main-d'œuvre également. Donc, comment une entreprise peut régler, en fait, ces problèmes-là en introduisant l'IA et en pouvant reformer les employés vers d'autres solutions. On sait que ce n'est pas toujours aussi simple que de le dire, mais je pense que c'est une réflexion qui appartient tout de même aux entreprises. Oui, puis peut-être qu'on aurait le temps pour une. Ben, merci beaucoup. Peut-être qu'on aurait le temps pour une petite dernière, là, vu qu'il nous reste 1 minute. Selon toi, Valérie, puis Véronique, est-ce qu'il y aurait comme une BU dans soit les RH ou les TI ou le développement organisationnel qui devrait prendre ça? Y a-t-il un secteur d'affaires qui est plus propice à prendre la charge de tout ça? En fait, c'est pas tant prendre la charge que tout le monde devrait se sentir concerné. J'ai pas de problème à ce que les TI soient les investigateurs des projets au niveau de l'IA dans l'entreprise, puis proposent des choses pour répondre aux besoins, comme ils font avec les transformations numériques. Là où j'ai un souci de diversité, c'est dans la table autour du projet. Donc, que ce soit l'idée par les TI, ça me va. Puis, je vois dans la question, on me parle, est-ce que ça pourrait être le RH ou le DO? Bien, en fait, si le projet est un projet RH qui va répondre à un besoin RH, je n'ai pas de souci que ça soit RH, mais il faut que les TI soient là. Mais on reste avec encore la même question de la diversité. Hein? Bien faire son analyse de qui je vais impacter, puis d'avoir autour de la table des gens de chacun de ces groupes-là. Et je le répète, à divers niveaux. C'est ça qui va amener une richesse puis une co-construction intéressante. Super. Je vous conviens, c'est la fin de notre webinaire. Je voudrais remercier à nos animatrices, Thomas qui est à la régie avec moi, Sandra Canuel qui a aussi participé au contenu là, du webinaire avec nous aujourd'hui. Super équipe. Je vous invite à vérifier vos courriels là, pour l'enregistrement, puis à visiter notre nouveau site. On a lancé notre nouvelle plateforme Internet aujourd'hui avec un nouveau branding. Tous les thalsomiennes et les thalsomiens sont fiers de ça. Thalsom.com, c'est simple. Puis de nous suivre sur les médias sociaux pour savoir où on est, qu'est-ce qu'on fait, puis tout ça. Donc, merci. Bonne journée tout le monde. Merci beaucoup. Merci. Au revoir.